Ce soir à l'émission, les villes s'entendent pour protéger la rivière du Nord. Les municipalités font face à des défis quand même importants. Et des bières à saveur politique à la microbrasserie Shawbridge. Ces bières humoristico-politiques. En entrevue, je reçois Emmanuel Marcheseau à propos de la 14e édition de l'événement Courir à notre santé. Dans le fond, cette année, on cherche à bonifier les services de santé qui sont offerts à l'hôpital de Saint-Jérôme. Je m'entretiens également avec Dominique Simard, réalisateur du documentaire La richesse des ordures. On oublie souvent, je pense, l'énergie que ça prend pour avoir ces objets-là. Enfin, Maude Loca présente quelques-uns des spectacles à venir au Théâtre Gilles Vigneault. Des gros noms et des spectacles pour la famille. Exactement. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 17 avril 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Et Clara, plus tôt cette semaine, il y a des représentants de plusieurs municipalités qui se sont réunis pour signer une déclaration par laquelle ils s'engagent à protéger la rivière du Nord. Les caméras de TVBL étaient sur place. Oui, ça se passait à Sainte-Adèle, c'est l'organisme de bassin versant La rivière du Nord, Abri-Nord, qui est à l'origine du projet. Organisme qui est responsable de planifier et de coordonner la gestion intégrée des cours d'eau qui composent son territoire. Donc, vous le voyez à l'écran, ce territoire. On parle donc de la rivière du Nord qui prend sa source à Lantier, dans les Hautes-Laurentides, et qui s'étend sur 147 km avant de se lancer dans la rivière des Outaouais au niveau de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. L'organisme est aussi là pour préserver tous les cours d'eau et les plans d'eau adjacents qui se jettent dans la rivière du Nord ou qui en découlent. Dans les Basses-Laurentides, la rivière du Nord passe par les municipalités de Saint-Jérôme, Prévost, Saint-Colomban et Mirabel. Et à quoi s'engagent exactement les municipalités en signant cette déclaration-là? C'est un engagement plutôt général qui s'appuie sur 11 points. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on peut passer quand même rapidement par-dessus. Les municipalités signataires s'engagent à optimiser la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées, à minimiser le gaspillage d'eau, à s'assurer de la conformité des installations sanitaires et septiques et à inclure les agriculteurs aussi dans la solution. Pour le moment, ce sont 28 municipalités qui ont signé la déclaration, dont les 4 municipalités des Basses-Laurentides que le cours d'eau traverse. Mélanie Lauzon, qui est directrice générale d'Abri-Nord, nous parle de l'importance de la collaboration entre les différentes instances impliquées dans le dossier. Le point central, c'est vraiment de continuer à travailler ensemble. La rivière du Nord, elle traverse beaucoup de municipalités. Elle va au-delà des frontières municipales, administratives, si on veut. Donc, c'est vraiment de continuer à travailler ensemble, mutualiser là, des services, des expertises, tout ça, pour remédier aux enjeux. Les municipalités font face à des défis quand même importants. Justement, Clara, à quel genre de défis sont confrontées les villes dans la protection de la rivière du Nord? La Fondation Rivière a réalisé des analyses de la qualité de l'eau de la rivière du Nord qui présente à certains endroits une concentration trop élevée de bactéries E. coli, dont des coliformes fécaux qui empêchent une baignade sécuritaire, notamment dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Le suivi effectué par la Fondation Rivière a pour but de mieux comprendre la source de cette contamination. Plusieurs constats ont été émis. Les lingettes jetables, par exemple, ont été identifiées comme un vrai fléau qui risque d'obstruer les bouches d'égout et de causer des débordements, ce qui a été le cas dans le ruisseau des Hauteurs qui se jette dans la rivière du Nord. Des installations d'épuration qui ne sont pas à niveau sont aussi nommées comme cause de cette contamination. Des améliorations ont été faites depuis à la station de Sainte-Adèle et devraient être réalisées aussi à celle de Saint-Canute. Selon les analyses de la Fondation Rivière, les activités nautiques dans les environs de Mirabel, Saint-Jérôme et Prévost sont possibles, mais la qualité de l'eau n'est toujours pas assez bonne pour la baignade, ce qui serait l'objectif ultime pour certaines municipalités. Ce sont donc des préoccupations qui sont à l'origine de ce projet de déclaration d'Abri-Nord. Et l'engagement, comme on l'a dit, est plutôt global. Est-ce qu'on peut s'attendre à des actions plus concrètes là, dans le futur? Oui, le dernier point de l'engagement de la déclaration est d'adopter d'ici la fin de l'année un plan d'action pour atteindre les objectifs énumérés dans le document. Pour ce faire, des communautés de pratique seront mises en place. On écoute à ce propos Mme Lauzon. Donc, on a vraiment des gros chantiers, puis les communautés de pratique vont permettre là, aux municipalités de s'entraider et d'être appuyées par des experts pour faire le travail qui est nécessaire pour améliorer concrètement la situation. Voilà, Claude, on va donc continuer à suivre ce dossier. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va parler bière et politique. À plus tard, Claude.
La MRC de Thérèse de Blainville lance un appel à projet dans le cadre du Fonds de développement d'économie sociale et de développement durable. Ce fonds est destiné aux entreprises d'économie sociale en prédémarrage, en démarrage, en consolidation ou en expansion. L'aide est alors offerte sous forme de subvention pouvant atteindre 10 000 $. Il est possible de déposer sa candidature jusqu'au 30 mai à 17 heures. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, et la ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, annoncent un investissement de plus de 386 millions de dollars pour les 2 prochaines années dans les réseaux de transport routier des Laurentides. Cette somme permettra notamment la réfection de la chaussée de l'autoroute 15 à la hauteur de Prévost et de Saint-Jérôme, de même que la poursuite de l'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 15 en direction nord entre Boisbriand et Mirabel. C'est le dimanche 8 juin à Mirabel que se tiendra la 14e édition de Courir à notre santé, un événement qui se déroule au profit de la Fondation Hôpital régional de Saint-Jérôme. Emmanuel Marcheseau, coordonnateur des communications et événements au sein de l'organisme, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Monsieur Marcheseau. Bonsoir. Donc, c'est un événement qui est très populaire, surtout très important pour la Fondation, qui se donne cette année un objectif de 100 000 $. À quelle fin exactement? Dans le fond, cette année, on cherche à bonifier les services de santé qui sont offerts à l'hôpital de Saint-Jérôme. Chaque année, la Fondation s'engage à donner au moins 1 million de dollars à l'hôpital. Ça peut être pour l'acquisition d'autres technologies, de petits équipements, aussi des programmes sociaux qui permettent de promouvoir le mieux-être et la santé mentale. Donc, cette année, on veut vraiment aider l'hôpital au sens large, de venir épauler le personnel soignant qui, eux, se donnent vraiment corps et âme, là, jour après jour, pour offrir aux usagers un service impeccable. Bon, maintenant qu'on comprend tout ça, tout ce qui nous reste à faire, c'est de chausser nos espadrilles ou de s'en acheter si on n'en a pas encore. Effectivement. Parlez-moi de l'événement lui-même du 8 juin, les différents parcours qu'on nous propose, de l'animation qu'on va retrouver sur les lieux. Oui, bien encore cette année, là, on va retrouver tous les éléments que les gens adorent. On a nos 5 parcours, donc c'est-à-dire le 5 km marche, 5 km course, 10 km, demi-marathon, bien entendu. Et encore cette année, là, le 1 km va se dérouler sur le tarmac. Donc, c'est destiné pour les enfants, les familles. Donc, ils vont pouvoir courir parmi où ce que les hélicoptères décollent là, chez Bell Textron Canada. Donc, ça, c'est un élément. Oui, parce qu'on n'a pas proposé que c'était chez Bell Textron. Donc, quand on parle de tarmac, évidemment, on oui, c'est ça. C'est bien là. Donc, c'est la 3e année là, que Bell s'allie à l'événement et à la cause. Donc, c'est toujours excitant. Ils ont une belle équipe dynamique. C'est toujours un plaisir d'organiser. Parcours plat et balisé. Oui. Donc, ça, c'est des informations pertinentes pour les gens qui... Oui, pour des coureurs, effectivement, parce que pour eux, c'est important de savoir que, bon, c'est pas dénivelé, c'est tout propre, c'est bien sécurisé. Donc, c'est vraiment une activité qui est parfaite pour la famille, de tous les âges. Puis aussi, il va y avoir des kiosques, des entreprises préférées dans les Laurentides. Donc, plusieurs collations, plusieurs cadeaux sont au rendez-vous. Les gens partent les mains pleines là, à la fin de la journée. Et votre parcours de demi-marathon, il reste sur le site de Bell ou ici? Non, dans le fond, on passe dans les rues environnantes là, à Mirabel. Donc, on part un peu dans des régions résidentielles parmi les entreprises. Donc, on peut vraiment voir un peu tout de cette région-là de Mirabel. Donc, non seulement que c'est le fun, c'est une belle activité, c'est une belle cause, mais aussi, c'est le fun à voir là, tout autour. C'est une belle activité. Ouais. Il y a des frais, il faut s'inscrire. Il y a des frais qui varient entre 5 et 60 $, à moins que ça ait changé, selon la distance donc qu'on va parcourir. Mais les participants peuvent aussi solliciter des dons, des commandites. Hein? Oui, effectivement. Courir, c'est pas pour tout le monde, mais parfois les gens veulent quand même s'allier à la cause. Donc, on peut financer des coureurs, des participants à l'événement, tout simplement se rendre sur le site de couriranotesanté.com et on peut faire un don spécifiquement à un coureur. Donc, comme ça, sur leur profil, là, on voit le montant augmenter. Souvent, les gens, le petit esprit compétitif, ils vont faire une compétition entre eux, puis là, c'est indiqué le montant qu'ils accumulent. Moi, je suis un très mauvais exemple. Je ne cours pas, je ne connais pas de participants, mais je peux quand même aider la cause. Là. Je peux aller faire un don, moi. Effectivement, vous pouvez quand même aller faire un don de façon générale à la cause, donc à Courir à notre santé. Encore une fois, faire un don sur le site, il n'y a pas de problème du tout. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous offrez aussi des espaces de visibilité pour les entreprises? Bien entendu, on a plusieurs. Là, on a une longue grille de visibilité. Les gens peuvent s'allier de leur façon. On a plusieurs forfaits, disons. Donc, différentes plateformes là, de visibilité, effectivement.
Toujours besoin de bénévoles? Bien entendu, Courant Notre Santé nécessite une centaine de bénévoles parce qu'on veut s'assurer qu'il y a des bénévoles sur le parcours pour assurer la sécurité des coureurs. Ouais. Donc, on en a besoin de beaucoup. OK. Ouais. Et pour faire quelle tâche? Ça peut être autant remettre des collations aux coureurs lorsqu'ils ont terminé leur médaille de participation. On peut les encourager, les guider sur le parcours. On a plusieurs tables d'eau, donc remettre de l'eau aux coureurs. Donc, tout simplement, là, ils peuvent soit appeler à la fondation, m'envoyer un courriel. À moi, personnellement, je peux leur dire quelle tâche qui reste, puis on peut s'aligner là, pour que tout le monde ait du plaisir. D'accord. Mais en terminant, j'invite les gens là, à participer en grand nombre à cet événement que vous décrivez très joliment en disant qu'il allie le dépassement de soi et l'esprit communautaire. C'est bien présenté. Il suffit de visiter votre site web. Toutes les informations sont là. Emmanuel Marcheseau, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Claude. La Ville de Blainville est à la recherche de volontaires pour l'installation de 380 compteurs d'eau dans les résidences. Cette démarche provient d'une exigence du gouvernement pour la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable. Les appareils installés serviront uniquement à des fins statistiques et n'entraîneront aucun coût pour les participants. Les données recueillies permettront d'évaluer les besoins et de continuer à bénéficier de subventions pour entretenir et moderniser le réseau d'infrastructures en eau de la ville. SOS Aventure, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-du-Nord, la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord, la Ville de Saint-Jérôme et la MRC de la Rivière-du-Nord, reprend son rôle d'organisateur local du marché des petits entrepreneurs du centre-ville de Saint-Jérôme. Le marché, qui accueillera de 80 à 100 kiosques de jeunes entrepreneurs accompagnés de leurs parents, aura lieu le samedi 7 juin de 10h à 15h à la place des festivités. De quoi sera fait le mois de mai au Théâtre Gilles Vigneault? On en parle avec son agente de programmation principale, Maude Loca. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Alors, on résume ça, des gros noms et des spectacles pour la famille. Exactement. On commence avec Louis Morissette en supplémentaire. Ça, c'est le 1er mai. Exactement. Donc, on a le plaisir de le recevoir encore une fois au Théâtre Gilles Vigneault. Puis, ben là, maintenant, dans la cinquantaine, il porte un regard vraiment humoristique et critique également sur son parcours, le pouvoir de ses échecs professionnels, sur la société de performance. Puis, on est dans une sorte de bilan de vie où il dresse un exercice d'introspection vraiment, puis il fait ça devant le public. Il se montre plus vulnérable que jamais. Donc, c'est un récit autobiographique où il se pose la question « Après quoi on court? » Ah, voilà. Il va être obligé de refaire l'exercice dans une vingtaine d'années parce qu'il est encore jeune et en forme. Exact. Autre supplémentaire, Mathieu Pepper, ça c'est le lendemain, le 2 mai. Exactement. Donc, c'est un auteur aguerri. Hein? C'est l'auteur, entre autres, de l'émission Entre deux draps et également humoriste. Donc, Mathieu Pepper, pour la petite histoire, c'est le cadet d'une famille de 5 et il a vite compris que l'humour lui permettrait de se démarquer là, dans sa fratrie. Donc, évidemment, il a fait ses premiers pas au Bordel Comedy Club où il a fait des rencontres qui ont été déterminantes pour sa carrière d'humoriste. Et vraiment, il vient nous présenter son premier spectacle solo en attendant la fête au village, pour lequel les critiques ont été unanimes. C'est vraiment un spectacle magnifique où il se livre en fait sur ses travers, ses embûches, ses réflexions, puis il aborde la virilité, le rapport homme-femme, également le décès de son père qui est survenu il y a quelques années des suites d'un cancer. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un spectacle qui est lourd, c'est un spectacle qui est évidemment drôle et tous ces sujets-là sont abordés avec beaucoup d'humour. Oui, à la Mathieu Pepper, avec de l'émotion aussi. Oui. Un vétéran, André-Philippe Gagnon, qui va être là le 7 mai. Oui, exactement. Donc, c'est un nouveau spectacle d'André-Philippe Gagnon. Il continue toujours là, de nous épater avec ses prouesses vocales, comme il le fait depuis maintenant 40 ans. En plus de ses 70 imitations virtuoses, ben, il va venir nous conter pour la première fois des anecdotes plus personnelles. Il va nous partager, par exemple, son incroyable carrière, tout ça livré avec humour et authenticité. Donc, il nous fait vraiment découvrir l'homme derrière les 1000 voix. C'est un super beau spectacle où il va faire plusieurs chansons très connues qui font partie du quotidien des gens. Puis, c'est un moment, bien évidemment, unique, riche en rire et en émotion. On va peut-être découvrir s'il fait une imitation de Dave Fenley qui va être là le 15 mai. Nous, on aime les voix gorgeuses de ces colosses barbus. Exactement. Donc, 15 mai, Dave Fenley. Oui, c'est ça. Donc, il a vendu déjà plus de 40 000 billets là, au cours de ses 50 spectacles au Québec. On peut dire que c'est un véritable coup de cœur québécois. Il a été, entre autres, découvert à l'émission En direct de l'univers en 2022 lors du spécial de Lise Dion. Puis maintenant, ben, c'est Lise Dion l'a vraiment prise sous son aile là, pour le Québec. Donc, voilà, il vient nous présenter son nouveau spectacle en formule trio. Il s'accompagne
Et il s'entoure de 2 musiciens québécois pour l'occasion. Puis bien, il vient nous interpréter évidemment des nouvelles chansons, mais aussi des nouvelles interprétations des chansons peut-être un peu plus populaires. Voilà. Festival des petits bonheurs, ça, bon, c'est la portion famille du mois de mai. Il y a plusieurs propositions, là. Oui, c'est ça. Donc, on en est déjà à notre 5e édition du Festival Petit Bonheur. Il s'agit d'un événement culturel qui est vraiment dédié aux tout petits, où plusieurs salles de spectacle et diffuseurs à travers le Québec participent justement à cet événement-là. Et en fait, on programme des spectacles qui sont vraiment des spectacles professionnels de toutes les disciplines des arts de la scène qui sont vraiment conçus pour les tout petits. Donc, on commence avec le spectacle Coucou le dimanche 11 mai à 15h au Théâtre Gilles Vigneault. C'est du théâtre de marionnettes. Donc, on est vraiment pour les enfants de 3 à 8 ans. C'est l'histoire, en fait, Coucou, c'est l'histoire de la vie dans une horloge où tout est vraiment réglé au quart de tour. Et ben le petit oiseau Coucou, ben, commence à s'ennuyer parce que ben il a pas le temps de chanter, il a pas le temps de s'amuser. Et là, il y a un intrus qui arrive et qui sème le chaos. Donc, finalement, ben Coucou troque alors un monde très discipliné et monotone pour un univers bien coloré. Donc, c'est Graham Saul et un autre marionnettiste qui sont sur scène. Graham Saul, c'est un marionnettiste qui se dédie au jeune public depuis plus de 25 ans. Okay. Du Théâtre Gilles Vigneault, on traverse la salle Anthony Lessard pour un spectacle qui s'appelle Cirque à l'art, dimanche 18 mai, 15h. Exactement. Donc, c'est encore une fois, c'est un spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans. C'est avant tout un spectacle de clown, en fait. C'est très, très drôle et on y revisite tous les codes du cirque, hein, que ce soit des sacs de plastique sauvage, l'équilibre sur des notes de musique, le domptage d'animaux qui sont indisciplinés, etc. Donc, c'est un spectacle solo qui rivalise avec autant de l'humour que de la démesure. C'est vraiment un voyage tendre, sensible et drôle où l'on revisite, comme j'ai dit, les codes circassiens. D'accord. Ça se termine le 21 mai, un mercredi, avec Tim et Joe. Exactement. Donc là, on n'est pas nécessairement pour les tout-petits, c'est vraiment un spectacle pour toute la famille. C'est un spectacle de style cabaret où on voit justement ce duo-là très drôle de Tim et Joe qui incorpore autant les techniques du cirque, de la comédie physique et du jazz. C'est des artistes qui ont voyagé à travers le monde, qui ont une énorme carrière en cirque, entre autres avec le Cirque du Soleil. Puis ben, on apprend vraiment à aimer ce duo-là qui est tout à fait étonnant. Ils affrontent leur peur, ils osent écouter leur cœur, puis ils suivent leurs rêves. Donc c'est un magnifique spectacle. Très intéressant. Merci beaucoup, Maude Loca. Bon mois de mai. Merci. Le réalisateur Dominique Simard questionne notre modèle économique de surconsommation et d'hyperproductivité dans un documentaire intitulé « La richesse des ordures » dont le lancement est prévu le mardi 29 avril à Saint-Jérôme. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. C'est pas votre premier film, c'est votre premier long documentaire. Ça dure 49 minutes. C'est un film qui brasse, sans faire la morale, je dirais, qui fait surtout réfléchir de la bonne façon, avec beaucoup d'intelligence. Ça, c'est mon petit commentaire. J'arrive à ma question. Qu'est-ce que vous vouliez nous montrer, nous dire avec ce film? En fait, je pense que vous avez vu juste, parce que l'idée, au départ, c'est justement d'exprimer on surconsomme, ça c'est évident. Puis peut-être qu'on a tendance, je pense, maintenant, plus que jamais, à mettre beaucoup d'emphase toujours sur l'économie. On parle tout le temps d'économie, mais on se pose pas beaucoup de questions au niveau plus, justement, de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Puis, tu sais, on parle, oui, d'environnement, mais aussi de causes sociales à travers ça. Donc, je pense que les déchets, on les traite comme des déchets, mais c'est pas juste ça. Oui. Et pour dire tout ça, justement, vous avez fait appel à différents intervenants qui ont une bonne longueur d'avance sur nous, parce que sur la plupart d'entre nous, parce que ils ne sont plus, eux, dans la réflexion, mais dans l'action. Vous les avez bien choisis, là. Je pense à Simon Paré-Poupard, par exemple, mais on pourrait nommer tous les autres, là. Oui. Ouais, j'étais... Mais tu sais, le documentaire, c'est comme vivant, je pense. Ouais. Fait que je suis parti d'une idée qui était vraiment plus basée avec l'éco-centre, puis un peu qu'est-ce qui ici, qui est différent, mettons, à Saint-Jean que les autres. Puis par la suite, j'ai découvert plein de choses que j'ai pu développer à travers les personnages, les gens qui sont engagés. Hein. Il y a une idée qui revient souvent dans ce film-là, c'est celle qui veut que quand on jette un objet, on a l'impression qu'il disparaît. Votre film démontre tout à fait le contraire. Par exemple, il y a des pistes de solutions très accessibles, comme faire réparer un appareil brisé au lieu de le jeter, apprendre à le réparer soi-même. C'est une habitude qui s'est perdue et le prix à payer est considérable. Oui, évidemment. Puis si on regarde, c'est parce qu'on oublie souvent, je pense, l'énergie que ça prend pour avoir ces objets-là. Oui. Donc, tout ce que ça a pris pour le construire, puis on fait juste le changer, sans se soucier trop d'où ça vient, puis toutes les ressources qui sont nécessaires.
Je pense que c'est un bon point, ça. Oui, il y a le fameux exemple du téléphone intelligent, là, qu'il il faudrait l'utiliser pendant 70 ans pour, c'est-à-dire compenser l'énergie qu'on a mis à le produire. C'est quand même, c'est des données qui frappent ça dans votre film. Donc, on parle beaucoup de la nécessité de revoir nos modèles, de repenser notre économie, tout en faisant la démonstration qu'on vit dans un système qui nous pousse à la surconsommation. Alors, le combat, il est loin d'être gagné. Oui, bien c'est ça. Comme je disais, il y a des solutions, il y a des moyens, je pense, qu'on peut changer notre mode de consommation, ou aussi, tu sais, les déchets, la façon qu'on gère tout ça. Parce que c'est des sous qu'on pourrait réinvestir, en fait. Au lieu de le payer en taxes, qui est montant, quand même, si on regarde un rapport de taxes, les déchets, c'est quand même un montant très élevé, là. Fait que si on prenait ces sous-là, puis au lieu de le dépenser, on ferait des sous, donc il y aurait des revenus qui pourraient être remis dans la population. Ça serait plus brillant, je pense. Avant de vous mettre au travail, est-ce que vous étiez déjà pleinement conscient de l'ampleur du problème, ou si vous avez quand même découvert des choses? Il y a des choses qui vous ont étonné en cours de route? Non, moi, c'est ça. J'ai découvert plein de choses. Ouais. Ah ouais, ça m'a appris. Tu sais, j'avais une mentalité déjà de pas surconsommer, essayer, tu sais, de toujours penser, hey, si je peux l'avoir justement à l'éco-centre, ou si je peux aller chercher ailleurs que d'en acheter un neuf, ben pourquoi pas? Fait que, mais à partir de ça, j'ai rencontré plein justement de gens, puis ça m'a ouvert sur des trucs que j'avais aucune idée. Là. Oui, c'est ça. C'est un film qui peut ouvrir les esprits, les consciences. La richesse des ordures, c'est certainement pas le premier film qui est fait sur le sujet. Pensez-vous avoir trouvé un angle qui lui permet de se distinguer? Mais moi, je pense que tout a déjà été fait dans tout. Mais chacun, je pense, a sa vision de comment on l'amène. Puis j'espère que les gens qui vont le voir vont avoir cette réflexion-là, puis se dire, tu sais, qu'il y a un sentiment peut-être... que ça crée un sentiment, en fait. Oui. Et selon vous, à qui appartient la suite des choses? Les citoyens, les villes, les gouvernements, les entreprises? Je pense que ça s'adresse à tout le monde, en fait. Oui. Parce que, tu sais, on a tous une part à faire là-dedans. Puis c'est sûr que si les citoyens, on peut faire de la pression sur plein de choses. Hein. On est plusieurs. Fait que si on y croit puis on veut faire changer des choses, je pense qu'il faut juste en parler, puis réfléchir aussi. Le lancement est prévu le mardi 29 avril à la salle Anthony Lassard. C'est ouvert à tous? Oui, c'est ouvert à tous. C'est gratuit. D'accord. C'est quelle heure, ça? C'est à 19h30. Ouais, les portes ouvertes à 19h. Quelle vie attend le film? Quelle vie lui souhaitez-vous? C'est ça. J'essaye en ce moment d'avoir de la diffusion. Donc, tu sais, avec... puis des festivals aussi. Donc, je suis en processus mais j'ai eu des demandes un peu partout déjà par l'intérim des médias sociaux, mais là, je voulais me concentrer vraiment là-dessus, sur terminer puis présenter. Dominique Simard, réalisateur du film La richesse des ordures, merci beaucoup pour ce film et bonne chance pour la suite des choses. Merci, Claude. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, la microbrasserie Shawbridge à Prévost a fait réagir ces dernières semaines avec des bières qui évoquent un certain enjeu politique. Vous êtes allé sur place pour découvrir ça. Oui, les éditions limitées des bières, le 51e État, suivi de la 11e province, sont sorties à quelques semaines d'intervalle. Des noms de bières qui font référence avec humour, bien sûr, à cette idée avancée par le gouvernement américain d'annexer le Canada aux États-Unis. Je me suis rendue à Shawbridge pour découvrir cette bière d'actualité et pour discuter aussi des défis et des avantages de faire de la bière sans dépendre des États-Unis avec le fondateur de l'entreprise, Hugues Néron. Vous êtes plus 51e État ou 11e province? On est pas mal plus 11e province. Hein? On ne deviendra jamais un 51e État. Et ce projet-là de ces bières humoristico-politiques, c'est venu d'une envie de partager notre désir de l'achat local, notre implication dans la communauté, notre implication chez nos fournisseurs québécois et canadiens. C'est tout simplement ça, ce beau projet-là. On a d'abord lancé le 51e État qui a fait brasser beaucoup d'encre, qui a fait couler beaucoup d'encre. Les gens n'ont pas compris tout de suite la blague. Hein? Notre castor disait non à une 11e province, faisait barrage le long des Grands Lacs aux Américains. Et on a ensuite lancé la 11e province là, quelques semaines plus tard, le jour du poisson d'avril, mais ce n'était pas un poisson d'avril. Comme le président américain se permet souvent d'annoncer qu'il va prendre possession des terres des autres, nous,
Bien, c'est simple, notre castor prend possession des États-Unis, hein? Un grand drapeau du Canada partout aux États-Unis. Et les Québécois, notre castor québécois n'est pas plus fou qu'un autre. Il a décidé de prendre la Floride et d'en faire une Côte d'Azur toute québécoise. Et cette bière est délicieuse. C'est une Golden Ale à 6 % d'alcool. Je dirais que la majorité de nos bières sont 100 % canadiennes et majoritairement québécoises. On a même une bière qui est Aliment du Québec. Malheureusement, il y a eu un feu chez Côte-Laflamme l'an passé, qui est notre fournisseur de malt principal. Donc, on a eu du mal à avoir des ingrédients 100 % québécois, mais ça va revenir bientôt. On travaille surtout des produits canadiens dans la majorité, je dirais 90 % des maltes, des grains, des houblons utilisés chez nous sont de provenance canadienne ou québécoise. On achète quand même un peu pour l'IPA, du houblon américain. On a dû sécuriser nos achats là, pour les prochains 12 mois. On a sécurisé tous nos houblons parce que notre fabuleuse IPA 117, c'est une IPA américaine, donc qui contient des houblons américains, Amarillo, Mosaïque, Citra, donc qui sont qui sont réservés aux États-Unis, personne d'autre peut les faire pousser. On encourage ici, on dépense ou on travaille avec des fournisseurs canadiens, québécois surtout, qui font travailler des gens dans notre province et qui dépensent et investissent dans notre province. Je pense que on devrait se lancer, là, tout le monde, on en a parlé beaucoup pendant la pandémie, les gens ensuite ont oublié un petit peu l'importance de l'achat local. Nous, on transforme des produits locaux. Il faut savoir que toutes nos charcuteries de porc sont faites à base du porc du rang 4 dans la Naudière. On travaille énormément localement. On en est très fiers. Hein? Notre fournisseur de fromage pour nos pizzas, c'est Bourassa Saint-Sauveur. Fournisseur de légumes également. On est très fiers d'encourager, puis je pense que tout le monde devrait s'y mettre le plus rapidement possible. Chaque houblon goûte différent selon la variété. Les maltes québécois sont d'aussi bonne qualité que tout malt. Beaucoup de malt de l'Ouest canadien. Hein? L'orge maltais est aussi très présent dans nos prairies. Nos ingrédients sont exceptionnels, très, très bons. Les canettes, ça a été très, très compliqué. Là, on a dû faire un investissement massif. On a acheté 300 000 unités de canettes 473 millilitres. Là, il y a juste avant la mise en place des tarifs. Bon, les tarifs avaient été reculés, mais on a quand même réagi pour sécuriser nos achats parce que on ne peut pas vendre la bière trop chère. Donc, on a assuré les achats de canettes pour les 3 prochains mois. Malheureusement, on manque d'espace de stockage. Il faut gérer notre trésorerie de façon très, très, très serrée aussi. En fait, l'aluminium vient d'ici, traverse les douanes. Le laminoir, le seul laminoir, il y a des laminoirs. Il n'y a pas de laminoir à canette au Canada. Il y a des transformateurs, mais il n'y a pas de laminoir. Donc, l'aluminium fait l'aller-retour. D'ailleurs, je lance le message à nos gouvernements, à nos investisseurs. Il paraît qu'une industrie pour faire des canettes coûte 2 milliards. C'est ce qu'on dit à l'Association des microbrasseries du Québec, mais je pense qu'il est temps qu'on s'y mette. Je pense qu'il y a assez de buveurs de bière, de boissons de toutes sortes, de toute façon, de boissons gazeuses. Je pense qu'il y aurait suffisamment de consommateurs pour générer une profitabilité dans cette industrie-là, puis ça nous protégerait de tout tarif internationaux, quoi qu'ils viennent de partout. Je pense que c'est important. Ça nous a réveillé qu'on n'était pas... cette situation nous réveille qu'on n'est pas... on n'a pas de bouclier contre la réaction des autres pays. Puis quand ça vient de notre partenaire principal, puis c'est de là cette bière qui est humoristique. Hein? Je ne fais pas beaucoup d'humour ce matin, mais c'est bien ça. Hein? Notre castor, surveillez-le parce qu'il va avoir toutes sortes d'aventures, notre castor aux lunettes fleur-de-lysée, humoriste et quand même philosophe aussi. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Panthères suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.